Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Bienvenue dans le journal du 14 mars 2022. Voici les principaux titres. Ils n'ont pas d'électricité depuis environ un mois. Les habitants de la commune Michiha pensent que les poteaux électriques endommagés étaient fragiles au départ. Et un veilleur du bureau communal des scouts de Matana vit en cachette après être passé à tabac par ses patrons. Et la PARSEM et l'OLUCOM réclament la suspension temporaire de la mesure interdisant les vélos, motos et tuk-tuk d'accéder à la partie centrale de la ville de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page et sécurité pour commencer. Une femme connue sous le nom d'Ahisha Kiye est décédée après avoir été égorgée la nuit dernière sur la colline Wuramata. C'est au village 1 de la commune Gihanga dans la province de Bubanza. Notre source à Gihanga indique que c'est son mari nommé Jean de Dieu Nyonsaba qui l'a égorgée. Selon toujours les mêmes sources, les conflits dans leur foyer seraient à l'origine de cet assassinat. Comme ils ne s'entendaient pas du tout, le mari s'est ensuite rendu au commissariat provincial de la police de Bubanza. Selon nos sources, la victime était enceinte et laisse derrière elle un enfant. Toujours en page de sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 cas d'assassinat au cours de la semaine écoulée dans 3 provinces du pays. Toutes les 5 victimes ont été retrouvées mortes. Les détails avec Eloge Kwizera. 3 corps non identifiés ont été découverts à la transversale 7 sur la colline Kaburandwa en commune Buganda, de la province Chibitoke, vendredi dernier. 2 étaient des cadavres d'hommes et un autre d'une femme. Selon nos sources à Buganda, ces corps étaient ligotés ensemble et dégagés une odeur nauséabonde. Les administratifs à Buganda ont donné l'ordre de les enterrer et en province Ngozi, le corps d'un vieil homme, Pinodo Tarasisengenda a été retrouvé dans la rivière Ngaka, séparée des communes de Mumba et Ngozi, dimanche dernier. Tarasisengenda était introuvable depuis des jours. Selon nos sources, le flou plane autour de sa mort. Les administratifs eux disent que la victime était malade. Tarasisengenda était native de la colline Nyakarama, de la commune Bugabira, province Kirundo. La dernière victime répertoriée par la RPA est de la province Karouz. C'était une femme du nom de Mérine. Elle a été retrouvée morte tout près de son domicile sur la colline Labiro, en commune Mutumba, lundi dernier. Nos sources indiquent que la victime a été tuée à coups de machette par des inconnus. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Dans un instant, nous nous rendons à Changuzo. RPA. Je vous le disais dans les titres, le chef-lieu de la commune Michiha est dépourvu de courant électrique depuis près d'un mois. À l'origine, les poteaux électriques qui ont été endommagés à peine 2 ans après leur installation. La population accuse leur ancien administrateur d'avoir été corrompu par l'entreprise qui avait gagné le marché. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Le chef-lieu de la commune Michiha se trouve sur la colline Mogera. Habitués aux travaux manuels, les habitants de la place s'étaient réjouis de l'avènement du courant électrique dans cette partie reculée du pays. Mais leur joie s'est vite transformée en cauchemar. Et pour cause, tous les fonds investis dans des activités génératrices de revenus fonctionnant à base du courant électrique sont comme perdus, puisque rien ne fonctionne plus depuis plus de 3 semaines, comme en témoigne cet habitant qui s'est entretenu avec la RPA. On a tout suspendu. Les moulins ne fonctionnent plus et comme conséquence, on ne peut plus manger la pâte de maïs. Même ceux qui avaient ouvert des secrétariats publics ont fermé et on a du mal à trouver un endroit où photocopier nos documents. Bref, tout est au point mort. La même source craint qu'il n'y ait eu corruption dans la mise en application de ce projet, d'où ceux qui ont gagné le marché ont mal fait en plus de bâcler le travail leur confié.
Ce qui me frustre le plus, c'est la malversation qui a caractérisé l'attribution des marchés. C'est incompréhensible que des poteaux électriques soient tous endommagés en moins de 2 ans. Même les poteaux de réserve sont en train de pourrir dans l'entrepôt. Tout ça est sur le dos de l'ancien administrateur Anakle Bizimana et de tout son staff, car ce sont eux qui ont réceptionné un travail qui a été très mal fait. Cela prouve qu'ils ont été intéressés, donc corrompus. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter Anakle Bizimana, ancien administrateur de la commune Mishiha, indexé par ses administrés dans ce dossier. Dans l'entretemps, les habitants de la commune Mishiha, et plus particulièrement ceux de la colline Mugera, demandent qu'il y ait des enquêtes approfondies du côté des exécutants et des administratifs de l'époque, afin que les coupables soient punis conformément à la loi. Quittons Changuzo pour nous rendre à Vurudi, où certains habitants de la commune Matana alertent sur les persécutions subies ces derniers jours par le veilleur du bureau communal des scouts. Actuellement, la victime vit en cachette après avoir été passée à tabac et mise en détention par ses patrons. Les détails avec Éloge Divin Remèche. La personne dont la vie est en danger est le nommé Jean-Marie Kwizera, sentinelle du bureau des scouts d'Omatana. Selon certains habitants de la place, ce dernier vit en cachette depuis ce dimanche, de peur d'être arrêté par ses supérieurs qui ont l'intention de le faire emprisonner. À l'origine, une roue que cette sentinelle aurait égarée, ce qui a fourni à ses employeurs un prétexte de le renvoyer sans lui avoir donné des arriérés de salaire qu'il lui devait. Selon nos sources, le montant en question s'élève en 95 000 francs burundais. Les auteurs de cet abus sont les représentants des scouts d'Omatana, en l'occurrence les prénommés Richard et Dieudonné, ainsi que le surnommé Nzo. Selon toujours les mêmes sources, ce veilleur a été arrêté à 2 reprises la semaine dernière. Cet habitant d'Omatana fait savoir qu'à sa première arrestation, il a été conduit brutalement au cachot. En date du 10 mars, il a vu venir des policiers qui se présentaient comme étant des OPJ et qui l'ont arrêté. Ils l'ont ligoté et l'ont battu avec des crosses de leurs fusils tout au long de la route jusqu'au cachot communal. Arrivé là-bas, le policier qui l'a accueilli lui a pris son téléphone, sa torche ainsi qu'une somme d'argent estimée à 25 000 francs burundais. Après une journée de détention, il a été libéré, mais cette libération n'a duré que le temps de la rosée. En effet, la même nuit, il a encore une fois été appréhendé après avoir été battu sur ordre de ses supérieurs. Et nos sources aident à indiquer qu'il a été victime à ce moment d'avoir refusé d'être refoulé sans avoir touché sa paye. Conduit encore une fois au cachot communal, le policier qui était de garde a refusé de le mettre sous les verrous et l'a laissé partir vu qu'il saignait du nez. Les voisins et amis demandent que Jean-Marie Kwizera soit protégé et rétabli dans ses droits. Nous demandons avec insistance que les persécutions envers les citoyens cessent. C'est triste de voir une sentinelle malmenée de la sorte par des gens d'un tel rang. S'ils veulent le renvoyer, qu'ils lui donnent son argent et comme ça il s'en ira paisiblement. La RPA n'a pas encore réussi à joindre les personnes accusées d'être derrière les persécutions dirigées à l'endroit de Jean-Marie Kwizera ainsi que l'administrateur communal de Matana, Dieudonné Munzimana, pour recueillir leurs réactions. Alphonsine Kamariza de la commune Gihanga en province Bubanza a été retrouvée ce matin. Elle était introuvable depuis 2 jours, enlevée samedi dernier par 2 individus en tenue de la police burundaise. Les informations fournies par les habitants de Gihanga indiquent qu'Alphonsine Kamariza a été déposée les yeux bandés au domicile d'une certaine Claudine Sanzouguimo, militante du parti CNDD-FDD et résident au quartier Viondo, proche du centre de Gihanga. Selon toujours nos sources, ceux qui l'ont amené, qui se trouvaient être des agents du service national de renseignement, étaient à bord d'une camionnette double cabine de couleur grise aux vitres teintées et sans immatriculation. Jusqu'à la mi-journée de ce lundi, la victime ne s'était pas encore prononcée sur ce qui lui est arrivé. Et je vous le disais dans les titres, la mise en application de la mesure limitant l'espace de circulation des vélos, des motos et des tuk-tuk devrait être provisoirement suspendue en vue d'éviter des conséquences néfastes sur une population déjà démunie. C'est du moins le contenu d'une déclaration conjointe sortie aujourd'hui par l'ONUCOM et la PARSEM. Ces organisations demandent au gouvernement de mettre sur pied une commission d'experts multisectorielle chargée d'examiner la mesure en question
Le contenu de cette déclaration avec Marie-Ange Irakoze. La mesure de limiter la circulation des vélos, motos et tricycles ne fera que rendre plus profond le gouffre de pauvreté dans lequel se trouve déjà le Burundi et sa population. Dans une déclaration sortie ce lundi, le LUCOM et la PARSEM montrent qu'un capital avoisinant 50 milliards de francs burundais sera menacé de nullité si cette mesure est mise en application. De plus, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM en sigle, en collaboration avec l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités, PARSEM en sigle, estime que plus de 100 000 familles seront touchées par cette mesure. Ces organisations signalent également que les propriétaires de ces engins seront dans l'incapacité de rembourser les crédits contractés auprès des banques, sans oublier la perte des impôts et taxes qui étaient payés par ces investisseurs, le chômage et l'inflation qui s'en suivront. De ce fait, le LUCOM et la PARSEM recommandent au gouvernement burundais de mettre sur pied d'urgence une commission technique d'experts multisectoriels pour approfondir les enjeux et les conséquences liées à cette mesure. Ces organisations préconisent également une étude visant la modernisation du secteur de transport des biens et personnes ainsi que la mise en place d'une politique de modernisation des infrastructures routières. Le test de niveau qui a été fait ce vendredi par les enseignants de l'école fondamentale a été caractérisé par plusieurs irrégularités et a perturbé les enseignants. Annonce faite par le président de la Fédération du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENSEB, dans un point de presse tenu ce matin. Antoine Manouma fait savoir que ce test n'a aucun intérêt, sauf qu'il a terni l'image des enseignants. Il demande que les résultats de ce test ne soient pas pris en considération pour choisir des enseignants qui seront formés. Écoutez Antoine Manouma. Une épreuve qui a été appelée test de niveau a été administrée aux enseignants prestant de l'école maternelle à la 6e année de l'école fondamentale. D'après le ministère en charge de l'éducation, cette dernière avait comme objectif de sélectionner les enseignants qui seront soumis au perfectionnement. Pourtant, au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, on a trouvé que cette épreuve accuse beaucoup de lacunes. Premièrement, dès l'annonce de cette épreuve, les enseignants ont manifesté une grande opposition parce qu'elle a été considérée comme une source de culpabilisation. Face à l'incapacité de préparer cette évaluation, les enseignants ont été envahis par le stress qui ne leur permettait pas de rester tranquilles au cours de la passation. Les images répandues sur les réseaux sociaux portent atteinte à leur dignité et finalement, leur inquiétude était fondée. Deuxièmement, même si le ministère ayant en charge l'éducation a forcé la passation de l'évaluation, l'objectif n'était pas clairement défini. Il est inconcevable que les enseignants de niveaux différents de l'école fondamentale soient soumis à une même épreuve alors que les approches pédagogiques et les matières enseignées ne sont pas les mêmes. Les notes obtenues ne seraient donc pas un critère de comparaison. Troisièmement, certaines questions posées relèvent des matières vues au cours de leur cursus scolaire, mais non exploitées dans la pratique de classe. À titre d'exemple, ce sont les questions en rapport avec les fonctions en mathématiques. Les connaissances acquises à partir de ces matières se sont effacées de leur mémoire suite à une longue durée écoulée sans les utiliser. Le texte a exploité dans l'épreuve de français, trouvé un caractère littéraire et difficilement compréhensible. Quatrièmement, une épreuve portant sur les connaissances théoriques ne reflète pas nécessairement les compétences pratiques en situation de classe. De ce qui précède, la FENASEB demande avec insistance que les notes qui seront attribuées aux enseignants ne soient pas la base de choisir les enseignants à admettre au perfectionnement. Car échouer à cette évaluation mal choisie ne signifie pas l'incompétence. Il est donc nécessaire que tous les enseignants soient candidats à la formation continue pour actualiser leurs connaissances et renforcer leurs compétences en fonction du moment. Les fonds qui ont été dépensés pour cette évaluation devraient être affectés à la satisfaction d'autres besoins de l'éducation multiples et urgents. Voilà, c'est Antoine Manouma, le président de la Fédération du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi. C'est une grande perte pour tous les citoyens qui allaient se détendre et faire du sport dans l'espace vert situé au quartier INC Zone Rohero dans la ville de Bujumbura
Réaction d'un ancien habitant de ce quartier après que les habitants ont dénoncé l'octroi de ce terrain public pour des constructions. Patrick Vakina déplore que le pouvoir CNDD-FDD ne fait que primer les intérêts égoïstes d'un groupe de dirigeants au détriment de l'intérêt du peuple. Suivez Patrick Vakina, c'est un ancien habitant du quartier INCS de la zone Rohero. Le terrain qui se trouve au quartier INSS, c'est un terrain que même moi, j'ai grandi là-bas, j'ai joué là-bas. Ce terrain-là s'appelait chez Jean-Jacques Nini-Migabo, l'ancien ministre des Sports. Et je me souviens qu'en 1994, il y avait un bar. Dans ce terrain-là, tous les enfants, tous les jeunes du quartier INSS, de Rohero, Rohero 2, Nyakabika, Bouiza, les Congolais, tout le monde, on venait dans ce terrain-là pour jouer au football. Je me souviens qu'il y a même des joueurs qui sont à l'équipe nationale qui ont commencé leur football là-bas. Pour vous dire, c'était très important pour tous les enfants d'aller se dégourdir les jambes là-bas. En fait, nous perdons tous les enfants, toutes les familles qui allaient là-bas se dégourdir les jambes, se détendre. Normalement, dans les grandes villes, comme New York ou ailleurs, il y a toujours un espace vert réservé aux habitants pour se détendre. Maintenant, je pense que les dirigeants de Burundi vivent dans un monde propre à eux. Cet espace-là vert doit être respecté. Nous tous, nous allons perdre. Toutes les familles, toutes ces personnes qui venaient jouer au football là-bas vont perdre. Moi, je ne peux rien demander aux dirigeants burundais parce que je connais qu'ils ont ce qu'on appelle, il y a une certaine course à l'enrichissement illicite. Vous voyez, quand on octroie un terrain à cet endroit-là, quelque part, il n'y a plus d'intérêt général. C'est l'intérêt égoïste de certains individus qui a primé sur l'intérêt général. Tous ces enfants-là qui auraient pu jouer là-bas, ils ne pourront plus y jouer. Ça va devenir une propriété privée. Personne ne pourra y entrer dès qu'on va commencer la construction. Rappelons que cet espace vert dans lequel se trouve un terrain de football au quartier INCS de la zone Rohero est clôturé à l'aide de tôles depuis une semaine, ce qui montre que bientôt il y aura des travaux de construction, des travaux que les habitants dénoncent et demandent aux autorités habilitées de suspendre. Nous n'avons toujours pas pu joindre le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, pour qu'il explique à la population le plan qu'ils ont pour cet espace vert. Et pour clore cette édition, le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, a pris fin le 12 mars cette année. Dans sa correspondance, le chef de cabinet civil du président de la République s'est adressé au président de la CNTB le 11 mars, lui rappelant que le mandat allait prendre fin le 12 mars 2022, comme le stipule l'article 31 de la loi portant mission, composition et fonctionnement de la CNTB. Au moment où Félicien Ndou-Burundi, président de la CNTB, avait dit qu'il y avait plus de 20 000 dossiers non encore traités, le chef de cabinet civil du président de la République a recommandé que ces dossiers en cours de traitement et celles qui sont déjà terminés devraient être remises à un organe qui sera indiqué et que tous les biens matériels qui étaient à la disposition de la CNTB devaient être remis au service administratif et gestion de la présidence. La CNTB a accusé la réception de cette correspondance aujourd'hui, 14 mars 2022. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 14 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.